à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau talk que je voulais faire depuis longtemps car il est, comme on dit, très concernant. On va parler de parentalité. Comment élever des enfants alors qu'on a un restaurant ? Je passe du temps auprès des grands chefs et je vois bien qu'allier vie pro et vie perso, dans 90% des cas, ça marche pas. Ou disons que le plus souvent, il ou elle n'essaye même pas. Comme si, entre la cuisine et la vie de famille, il fallait forcément choisir. Et pardon, mais c'est aussi une question de génération, car j'observe que chez les plus jeunes chefs, on commence à vouloir rétablir une forme d'équilibre. Alors talk, j'ai proposé à Émilie Lestari de venir à mon micro. Alors elle n'est pas chef, elle n'est pas restauratrice, elle est journaliste et elle a publié pour le Fooding une enquête récente sur le sujet et a interviewé de nombreux professionnels sur la question de la parentalité, dont Camille Guillot et Alessandro Candido, jeunes parents de 2 bébés comme ils disent. Michel, une petite fille qui est née il y a un peu plus d'1 an et qu'on embrasse chaleureusement, et Candide qui a plus de 3 ans et qui est en fait leur restaurant. Lui, on l'embrasse pas, mais on lui passe un petit coup de fil car ça vaut le détour, c'est du côté de Belleville à Paris. Alors rendez-vous est donné chez Candide justement, on est 4 autour de la table, tous parents de jeunes enfants, mais je vais laisser la parole à ceux qui bossent dans la restauration pour voir ce qu'on peut mettre en place pour faire cohabiter 2 vies, pour voir comment avec enfants on gère l'équation d'un restaurant. Premier état des lieux, quels sont les obstacles à la parentalité que l'on rencontre dans la restauration ? La parole à Camille, elle chez Candide, elle est en salle et Alessandro en cuisine. Les obstacles qu'on rencontre, le premier, il est assez évident, c'est la gestion du temps. Comment concilier l'arrivée d'un bébé qui chamboule déjà toute l'organisation personnelle et puis la gestion d'un restaurant qui, on le sait de manière générale, occupe aussi énormément de temps sur notre vie. Donc ça, je pense que c'est le premier obstacle qu'on peut identifier. Qui est déjà aussi un obstacle avant que l'enfant arrive. Oui, qui est déjà un sujet avant, en fait. Le temps que ça prend. Ouais, exactement. On aimerait tous avoir des journées de 36 heures. Mais malheureusement, il faut jouer avec les 24. Émilie, qu'est-ce que tu as observé, toi ? Parce que on a lu des choses, et dans le Fooding notamment, sur des témoignages que tu as croisés. Quelles sont les difficultés que les chefs, que les restaurateurs, les cuisiniers ou les patrons t'ont exposées dans leur double rôle ? Je rejoins ce que Camille et Alès viennent de dire. C'est vrai que le temps, c'est principalement ça qui est revenu. Courir après le temps. Beaucoup ont spontanément fait une comparaison aussi avec, en termes de mots. Ils ont été plusieurs à me dire que ouvrir un restaurant, c'était déjà avoir un premier bébé, et que dans tout ça, en avoir un deuxième, enfin un vrai cette fois, un vrai premier bébé, ça paraissait presque fou. Certains ont dit que ça leur paraissait au début inconciliable et qu'en fait, par la force des choses, on finit par y arriver. Un peu comme dans un restaurant où finalement, quand on ouvre, on se dit il y a ça qui m'attend, je dois gérer ci et ça. Et en fait, plus on avance, plus il y a des tiroirs de challenge qui nous font face. Et c'est un peu pareil pour la parentalité. On mesure peut-être pas de l'immensité des défis et quelque part c'est peut-être une bonne chose. On n'irait peut-être pas forcément si voilà. On avait tous oui, ça, mais ça, ouais. Et puis par la force des choses, on finit a priori par y arriver. Comment ils sont débrouillés les gens que tu as rencontrés ? J'imagine que il y a autant de personnes que d'histoires et de méthodes, mais globalement, t'as ressenti quoi ? Ils t'ont dit quoi ? Alors oui, comme tu dis, il y a une diversité dans les parcours. C'était l'objectif de cet article aussi, de proposer une sorte de photographie des enjeux possibles tels qu'ils ont pu être vécus. J'ai entendu plusieurs chefs et chefs me dire que avoir un enfant, ça leur a quelque part obligés à apprendre à sortir de leur cuisine. Un peu, en fait, finalement, c'est exactement ce que vous venez de dire. Avant, tu disais, Camille, avant, on était à 100% sur notre restaurant. Et là, finalement, le début de la parentalité oblige aussi à réfléchir un peu plus à un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est le facteur famille implique de faire ça. Enfin, il y a un moment où c'est juste pratico-pratique. On doit s'occuper d'un être humain, donc on peut pas être à rallonge en cuisine. Il faut forcément réfléchir à comment organiser un peu mieux son quotidien. Donc, je pense à ce que disait cette chef Pauline Yaffrat du restaurant Pesca à Rennes. Elle me disait, avant j'aurais pu rester des soirées entières en cuisine, c'était ma passion. Et tout à coup j'ai eu une deuxième passion qui était
qui était ma fille. Donc ça a contribué à assainir son rapport au travail. Après, il y a aussi d'autres témoignages de personnes qui ont décidé même de revoir leur organisation totalement en fait. Et là, donc, je pense à certains qui ont choisi de tout simplement ouvrir plutôt en auberge, arrêter le côté simplement restaurant, mais voilà, partir quelque part et faire un service le soir qui leur permette aussi de coucher leur enfant et puis ensuite d'aller travailler. Travailler différemment, revoir le modèle de restauration tel qu'on l'avait pensé pour s'adapter, changer les horaires, peut-être même le concept de son restaurant. Oui. Et puis en fait, finalement, si l'idée c'est de pas réussir tout de suite à trouver le bon équilibre entre la vie à la maison et la vie au restaurant, et ben c'est de faire du restaurant la maison finalement. Ce que j'ai entendu aussi, c'est que ces organisations, ces aménagements, ils sont pas forcément faits pour toujours. C'est un peu, ils évoluent aussi selon les étapes de vie de l'enfant et puis selon les opportunités professionnelles. Si on parle d'un couple de parents, de ce que peut faire le parent, le coparent à un instant T. Donc voilà. Dans tous les cas, il y avait cette idée de constamment réfléchir et rebattre les cartes. Pour trouver le bon équilibre, sachant que on parle de l'équilibre vie pro, vie perso, mais en réalité, j'ai entendu personne me dire là, je crois que j'ai trouvé l'équilibre parfait, la recette parfaite, voilà. Donc du coup, je veux pas être pessimiste là au micro, mais peut-être qu'on la donnera pas aujourd'hui. Peut-être que ça ne viendra pas. Disons que c'était faut se l'avouer. Voilà, on comprend que tout ça est un défi en mouvement et que c'est un défi qui peut rester joyeux, mais qui nécessite beaucoup de discussions dans tous les cas. Alors, c'est un défi en mouvement, mais moi je me suis posé une question et quand je t'écoute raconter la diversité, et vous allez encore une fois nous raconter votre histoire à vous, parce que vous avez certainement vos armes et ce que vous avez tenté et votre méthode, effectivement, on n'a pas encore la méthode parfaite, on la connaît pas, mais tu nous parles de cette diversité-là, mais est-ce qu'il n'y a pas un dénominateur commun? Quel âge dans quelle tranche d'âge se situent les gens qui ont témoigné dans cet article en l'occurrence? La plupart de ceux qui m'ont contacté spontanément avaient, oui, entre 25 et 40, on va dire. Ouais. Je fais peut-être une grosse fourchette là, mais on va dire la trentaine. D'accord. Parce que moi, je me suis dit quelque chose sur ce postulat quand on démarre en se disant cette vocation traditionnellement, on la place de manière antinomique face à la parentalité. Il y a aussi un truc de génération. Moi, je vois beaucoup de chefs, j'en rencontre beaucoup et souvent des chefs qui, s'y sont installés, ont 50, plus de 40 ans en tout cas. Eh bien, eux, ils me racontent leur vie. C'est le principe de ce podcast. Ils ne parlent jamais de leurs enfants. Quasiment jamais. Dans 95% des cas. Et encore moins de celles qui s'en occupent. Et donc, je pense que cette histoire je vais essayer de trouver l'équilibre dont tu parles, et dont on parle tous là, entre vie privée, vie perso et vie pro, elle est assez récente. Est-ce que vous partagez ce constat ou pas? Parce que moi, les chefs que j'ai rencontrés qui ont plus de 40 ans, en gros, la question s'est jamais posée. Ma chérie, tu vas t'occuper des enfants, moi, je bosse. C'est une vérité, ça, ou c'est un... Oui, alors je crois que ça fait peut-être un peu moins de 10 ans que cette histoire d'équilibre vie professionnelle, vie perso est un sujet vraiment plus que jamais au cœur des discussions par rapport au travail. Bon, déjà, on le sait quand on regarde un petit peu les podcasts ou les livres qui sont à destination de gens de la vingtaine, la trentaine, de plus en plus on parle de santé mentale. En 2017, le droit à la déconnexion est entré dans le droit du travail. On sait qu'il y a aussi un boom des reconversions professionnelles sur ces 10 dernières années parce que de plus en plus, les gens ont envie de s'épanouir au travail, mais sous-entendu d'être suffisamment épanouis au travail pour aussi se sentir épanouis dans leur vie perso. Donc, il y a tout un tas de signaux faibles comme ça qui montrent que, oui, ça devient quelque chose d'important pour les travailleurs du secteur de réfléchir à cet équilibre. Et je pense que c'est en ça que ce sujet, le sujet de la parentalité dans le secteur de la restauration, c'est un sujet qui, me semble-t-il, est pertinent, mais au-delà même de la parentalité et au-delà même du secteur de la restauration, c'est un miroir grossissant des enjeux pour la société tout entière de
cet équilibre que chacune a envie aujourd'hui de trouver. Pourquoi un miroir grossissant ? Parce que le secteur de la restauration, c'est aujourd'hui un des plus symboliques de cette difficulté parfois donc à trouver avec les horaires décalés qui existent, le fait que, pour le dire un peu vite, mais le secteur de la restauration, c'est en gros travailler sur les moments de fun du reste de la société, enfin les moments où les gens se reposent, les moments où les gens partent en vacances, les moments où ils se... Et on travaille quand les autres s'amusent. Voilà, on travaille quand les autres s'amusent, donc c'est... Voilà, donc regarder précisément comment ce secteur-là vit la parentalité, c'est pour moi réfléchir à la santé mentale et l'équilibre au travail de la société tout entière. C'est toucher ces enjeux-là, en fait. Il y a une autre question qui se pose, mais je vais la poser juste après. Je voudrais savoir si vous, Camille et Alessandro, vous êtes lancés, quand vous avez embrassé cette profession, ce projet ici à Candide, est-ce que vous vous êtes dit, nous, on sera de ceux qui vont chercher l'équilibre ? Je pense que oui, parce que c'est ce qu'on se souhaite personnellement, hein, d'avoir un confort de vie, un équilibre. Après, nous, on est un peu des grands rêveurs, on est des grands passionnés par ce qu'on fait. Et on a du mal à trop anticiper. Donc c'est vrai que ce sujet de la parentalité, on l'a abordé de façon un peu empirique. Comme beaucoup de sujets qu'on traite ici, on s'est dit on va apprendre, on va trouver des solutions. Déjà de manière générale autour de nous, tout le monde dit non mais c'est jamais le bon moment, il faut se lancer, voilà, etc. Après il y a aussi des contraintes de vie, hein, il y a un sujet d'horloge biologique, de santé, etc. Donc nous après on était peut-être naïfs en pensant que d'autres personnes ont eu cette problématique avant nous et qu'ils s'en sont sortis. Mais de manière générale, on était quand même assez naïfs sur le sujet, quoi. Je veux dire. Ouais. Puis combien de restaurateurs l'ont fait avant nous ? Mais oui, c'est vrai que quand on pense à ça, moi j'ai une idée un peu peut-être caricaturale et ça touche peut-être les commerçants de manière générale où on pense aux enfants en bas âge qui sont sur les lieux en fait. Et c'est vrai que ça revient à un sujet, on en parle de temps en temps avec Alès, et on se dit mais on comprend maintenant pourquoi il y a des restaurateurs qui habitent au-dessus de leur restaurant, des commerces qui ont des attenants aux locaux. Et en fait, ça prend tout son sens. Hein. Nous, avant, on se disait non, on veut certainement pas habiter à côté du restaurant parce qu'on veut pas le voir d'où on habite, etc. On n'est pas très loin, mais 20 minutes à pied. En fait, je rêve d'habiter au-dessus du restaurant. Alors c'est là qu'il va falloir nous raconter un petit peu l'histoire. Je suis pas d'accord sur le sujet, mais... Tu veux qu'on ouvre la brèche ? Non, ça va aller. Je préfère être pas à côté, mais pas au-dessus quand même. Ouais, il faut faire un petit break. Un petit break. Chacun a sa vision sur ce truc-là. Racontez-nous, l'arrivée de l'enfant, elle se fait à partir de... Donc on peut se dire, c'est Michel, on se parle de Michel ? Oui, c'est Michel. Ça. L'arrivée de Michel, elle se fait combien de temps après l'ouverture du restaurant ? C'était 3 ans et demi 3 ans et demi après, ouais. D'accord. Alors là, je vous laisse nous raconter comment se passe l'arrivée d'un enfant, J1, alors que ça fait, donc on l'a dit, 3 ans que vous êtes ici, à Belleville, chez Candide, et que vous drivez votre restaurant. Pour la chronique, il faut dire que quand Camille était dans le taxi en route, enfin on était tous les deux en route pour la maternité, c'était le 4 avril de l'année dernière, et on avait eu les fiches de paye de l'équipe très tard. Et il fallait, on se devait, d'envoyer les salaires à tout le monde avant qu'on rentre dans la maternité, dans cette spirale infernale de, on sait pas quand est-ce qu'on va ressortir. La spiralité de l'inconnu. Le vortex. Et donc, du coup, avec ces contractions, on était en train de faire les virements à l'équipe dans le taxi en allant à la maternité. Donc, ça résume. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Je crois qu'on a tout dit, en fait. Voilà. Quand on va à la maternité, qu'on est en train de gérer les fiches de paie de ses salariés dans le taxi qui nous emmène vers l'accouchement. Ouais, je suis partie avec l'ordi. Alessandro me disait, non, mais n'importe quoi, tu vas pas prendre ton ordi. J'ai dit, mais bien sûr que je prends mon ordinateur. Et on sait pas combien de temps on va rester là-bas. Et en fait, on n'a pas réussi à l'ouvrir de tout le temps où on est là-bas, hein, parce que vous êtes fait happer par d'autres choses, bien normal. Ah ouais. Par le vortex. Complètement. Et après, quand on ressort de ça, qu'on revient à la vie, alors il y a des temps, hein, au début. J'imagine que on n'est pas revenu directement derrière un comptoir, mais. C'est vrai que moi je m'attendais pas à ce cataclysme émotionnel aussi fort que ça. C'est vrai que chaque expérience est unique, hein, évidemment. Moi j'ai mis beaucoup de temps à retoucher seule. C'est vrai que
je sais pas, je sais pas si c'est un rapport avec le fait, bon là c'est très personnel, mais j'ai pas eu de péridurale pour l'accouchement, et c'est vrai que les professionnels parlent d'énormément d'hormones qui sont produites à ce moment-là, et c'est vrai que moi j'ai eu l'impression pendant 2 semaines de pas toucher sol, quoi, enfin vraiment d'être sur une autre planète, complètement déconnectée, très émotive. Et là t'es ému quand tu parles aussi là. Ouais. Si tu pleures, je pleure. Par contre, faut pas faire ça, hein. Pas sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que, et je pense que ça fait partie, faut pas l'oublier, de la parentalité, surtout dans nos métiers où on est confronté au quotidien à gérer des équipes, à être face à des clients. À partir du jour où on tombe enceinte, c'est vrai qu'il y a un sujet émotionnel. Il y a un sujet d'hormones qu'on ne maîtrise pas du tout. Et moi, de mon vécu, de mon histoire très personnelle, je trouve que ça a eu un impact quand même assez important. Parce que tu as été bousculé pendant un temps avant de revenir à une sorte de normalité, de stabilité. Pendant 9 mois, déjà, les hormones travaillent. Donc, on est dans un métier d'hospitalité où on attend de nous une constance, on attend de nous d'être très, très lisse, très conciliant, très... Voilà, j'ai quelques histoires où j'ai peut-être... Je me suis mis à hurler sur un client. Été un petit peu moins conciliante. Il y a eu quelques petits débordements, il faut dire ce qui est vrai. Alors, je pense qu'ils étaient relativement justifiés, mais peut-être que je les aurais pas gérés de la même façon si j'avais pas derrière du coup ce contexte hormonal, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps. Donc du coup, une fois l'arrivée de Michel, on a mis un petit peu de temps à atterrir. Nous, on avait la chance, c'est qu'on a du coup mandaté, on va dire ça comme ça, un ami qui est chef, de prendre les rênes de la cuisine, parce que pareil, c'est un sujet c'est une question qu'on avait soulevée avec Alessandro, mais il s'avère que même en étant assimilé salarié, parce que c'est des vraies problématiques, hein, c'est pratico-pratique, mais des vrais sujets qu'il faut traiter en amont, Alessandro avait le droit à un congé paternité de 28 jours, comme tout le monde. Donc au début, nous, on a été hyper agréablement surpris, parce que c'est vrai qu'en tant que dirigeant d'entreprise, on se rend compte que socialement il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas le droit sur le système social en France, et donc on avait été hyper agréablement surpris. On s'est dit super, c'est magnifique, on va pouvoir se permettre du coup ces 28 jours où on pourra c'est tout récent, se faire en plus, remplacer. Ouais. C'est tout récent. Oui, les 28 jours, oui, ouais, en effet. Et donc du coup, on a un chef ami qui a pris les rênes de la cuisine. Donc c'était pour nous permettre d'avoir un mois sans devoir être là au quotidien dans l'opérationnel. Alors après, nous, c'était notre première résidence, c'était une première expérience pour nous, même titre que l'expérience de parentalité, et beaucoup de choses nouvelles d'un coup qui venaient se bousculer d'un coup. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un en résidence, c'est pas non plus quelqu'un qui devient chef d'entreprise. Donc ça, il faut en avoir aussi conscience. Ça n'a pas remplacé. Nous, on n'a pas pu couper les ponts. Ouais, vous avez pas pris, t'as pas pris un mois, toi, sans venir ici. Non, mais toujours des petites choses à gérer, comme des commandes de légumes qui se retrouvent dans un autre restaurant, parce que ce chef avait bossé dans d'autres restaurants et parfois son numéro est assimilé à un autre restaurant. Donc voilà, il fallait être là quand même, je veux dire. Et en soi, ça nous a pas vraiment dérangé, parce que on avait quand même toujours un pied ici, mais au même temps, il y a eu des fois, ça aurait été bien de gérer, que les choses se gèrent d'elles-mêmes, qu'elles soient gérées, quoi. Et après, il y a aussi une réalité, c'est que on doit rendre des comptes en tant que chef d'entreprise à l'administration. Donc ça, l'administration, elle prend pas du tout en compte qu'on est en congé ou qu'on est dans une période de notre vie assez exceptionnelle et que on a envie de répondre de rien. Donc ça, c'est pas possible non plus. Donc pour des sujets parfois un petit peu stressants, on s'est retrouvé dans des situations à gérer certains sujets à 6 jours du terme, dont ça s'est vraiment bien passé, mais on n'a pas le choix que de répondre à ces obligations. Donc on y répond, et puis on a aussi des obligations vis-à-vis de nos équipes. On reste les employeurs, en fait. L'autorité d'employeur, elle nous incombe toujours, donc on peut pas disparaître. On ne peut pas, quand bien même on le prévoit, et quand bien même, c'est vrai que moi on m'avait recommandé, conseil que je transmets à tous les jeunes parents à venir, si vous pouvez vous mettre dans une bulle pendant 2 semaines et répondre de rien ni à
à personne. C'est vrai que Disparaissez. C'est génial, quoi. Non, mais c'est vrai d'avoir zéro contrainte qui vienne contrarier peut-être notre quotidien et l'immense bonheur qu'on est en train de vivre. C'est vrai que c'est super. La réalité, quand on est chef d'entreprise, c'est que on peut pas disparaître pendant 2 semaines, 1 mois et dire débrouillez-vous. Et puis l'administration, elle attendra. Voilà, il y a des échéances à respecter, des gens à qui on doit rendre des comptes. Donc c'est vrai que ça, c'est une réalité. Je sais pas. Nous, en tout cas, on n'a pas trouvé la solution sur ce sujet. Peut-être que s'il y a un deuxième qui arrive un jour, on aura peut-être plus d'expérience sur le sujet. On arrivera à mettre les choses un petit peu mieux en place. Il y a une question qui se pose, et on en parlera aussi, c'est la question de genre. Est-ce que vous vous êtes projeté dans les tâches que vous voulez vous assigner l'un et l'autre, selon que vous étiez le papa ou la maman? Est-ce que ça a été une question? Est-ce que c'était une évidence? Est-ce que ça a été un sujet? En fait, là, on a priorisé le restaurant sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas inconsciemment peut-être, mais notre réflexion s'est pas portée sur le genre, mais sur la fonction qu'on avait au restaurant. Ouais. C'est-à-dire que on s'est posé la question de qui est, je sais pas si on peut dire le plus indispensable, mais qui dans ses fonctions doit être présent en priorité de nous deux. Et il s'avère que la réponse était assez évidente pour nous. C'est Alessandro qui est en cuisine et qui est chef de cuisine. Il y a une cuisine qui est très personnelle et c'est l'ADN du restaurant. Donc on va dire que j'étais plus facilement remplaçable, quand bien même je garde énormément de tâches que j'avais avant. C'est vrai que c'est la fonction qui a fait que ça tranche. Ouais. Alors j'espère être honnête dans ma réponse, mais c'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est comme ça qu'on a pris l'équation. Ouais. Mais ça, c'est un truc, en t'écoutant, Émilie, je pouvais pas m'empêcher de me poser la question. Forcément, c'est un milieu où 90% des gens, 95% des gens qui sont derrière sont des mecs. Encore aujourd'hui. Dieu merci, la tendance, s'inverse un petit peu, lentement, progressivement, mais c'est encore le cas. Et donc, forcément, quand il s'agit d'arbitrer, c'est souvent une personne qui va s'occuper de la parentalité et l'autre qui va rester dans son quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Cette question du genre, elle est hyper présente. Oui, complètement. Il y a encore ces persistances de vision très stéréotypées dans un couple hétérosexuel, en tout cas, l'homme va préserver son travail, il va nourrir la famille, et la femme, la mère, va plus précisément s'occuper de l'enfant. Mais là, tu vois, c'est même biaisé parce que même quand on se parle pas de genre, de fait, la position du chef, qui est souvent la position masculine, fait que même si on choisit la fonction, ça tombe toujours sur les mêmes. Après, sur cette dimension de genre, je dois déjà vous expliquer que 80% des témoignages que j'ai reçus spontanément étaient des témoignages de mères et pas de pères. Alors, du coup, dans l'article, il y en a quand même 2 qui figurent, mais voilà, on s'est dit un petit peu aussi, en débroussaillant un peu tout ce qu'on avait reçu, ah tiens, est-ce que c'est parce que les pères ont eu moins envie de s'exprimer sur la question, se sont moins posé la question, peut-être tout court, ou sont pas tombés sur l'appel à témoignage, je sais pas. Mais en tout cas, ont été plus vocales les mères. Oui, voilà. Oui. Ensuite, j'ai aussi des histoires de mères qui ont, elles, décidé de rester plus en cuisine, des femmes chefs, et des compagnons qui, eux, parce qu'ils avaient un métier où ils pouvaient se mettre tout à coup en 4 jours sur 5 de travail, ou alors faire une pause, l'ont fait. Donc, il y a aussi ces histoires d'aménagement, de discussion au sein du couple. C'est un peu difficile pour moi, sur la base de ces quelques dizaines de témoignages que j'ai reçus, de vraiment faire... oui, on va pas faire une généralité, bien sûr, mais tu vois, quand on entend Hélène Darroze, qui encore il y a une semaine sur un plateau, je ne sais plus dans quelle radio, dire oui, si t'es une femme, la cuisine ce sera difficile parce que il faudrait que tu fasses des concessions, tu pourras pas être avec tes enfants, tu pourrais pas être là le soir pour les... Enfin, il y a quand même 2 écoles, une traditionnaliste un petit peu old school et une autre qui se dit non, peut-être qu'on peut faire différemment, peut-être qu'on peut opérer et dans la manière de travailler et dans la manière de répartir les tâches un peu différemment. Oui, ces visions précèdent tout le monde dans le secteur. Puis il y a cette image aussi de la chef dans sa fonction nourricière, mais alors la chef qui va s'occuper complètement de son restaurant, à nourrir ses clients, il y aura toujours une présomption de culpabilité. On va lui dire, mais si tu es mère aussi, n'as-tu pas des enfants d'abord à nourrir en priorité? Chose qu'on ne posera pas à un homme, à un chef. Oui.
En tout cas, encore assez rarement par rapport au nombre de fois où on le fait à une femme chef. Alors parlons au chef autour de cette table, l'homme chef. Toi, tu t'es posé ces questions-là de représentation de la place que tu devais prendre et à la fois dans ton foyer, dans ton couple et dans ton restaurant. C'était oui, enfin complètement. Pour moi c'était un gros sujet. Et c'était très personnel et psychologique dans le sens où c'était très profond. J'en ai parlé un petit peu avec Camille, mais c'était une problématique que je me posais beaucoup à moi-même. Moi, j'ai eu la chance d'être élevé par mon père qui était peintre sculpteur et qui était très souvent à la maison. Et donc du coup, parce qu'il travaillait à la maison. Et du coup, c'est mon père qui cuisinait, et ma mère qui travaillait. Donc c'était un rapport complètement différent par rapport à la norme. Mais je me suis dit, j'ai envie d'être là pour ma fille. Ça fait 22 ans bientôt que je suis cuisinier et j'ai vu beaucoup de personnes dans toutes ces années qui avaient un regret. Soit qui avaient un regret, et ça c'était plus pendant la période où j'étais en restaurant étoilé, mais qui avaient le regret de pas avoir vu leurs enfants. Et ça c'était quelque chose que j'avais pas envie d'infliger à Michel et aussi à Camille. Enfin, je veux dire, c'était primordial pour moi de se donner le temps, d'essayer de trouver le temps à lui accorder et qu'on puisse aussi avoir une vie de couple normale, parce que en ce qui concerne le restaurant, on fait partie de ces couples à qui le restaurant, le travail nous a rapprochés encore plus. C'est-à-dire, on est très complémentaires. On a compris qu'on était beaucoup plus fort à deux en faisant ce métier. Ce que je fais, elle ne fait pas. Ce qu'elle fait, je le fais pas. Et donc du coup, on est très heureux de travailler ensemble. On est très le voit heureux. comme une chance en fait dans notre vie. C'était une chance et un autre sujet qui se posait, parce que comme m'a dit Camille, c'est elle qui du coup reste plus à la maison. Mais du coup, je me suis rendu compte aussi qu'on allait moins travailler ensemble. Et en ayant Michel à la maison, du coup, je me sens un petit peu, je savais pas trop où me placer en fait. Ouais. Donc, quel équilibre retrouver? Comment l'enfant est pas là, mais en même temps j'ai perdu aussi mon binôme. Exactement. Voilà, c'était. Mais du coup, fallait. On le découvre encore aujourd'hui, hein, mais c'est hyper, c'est très important. Je pense qu'il faut donner le temps. J'ai pas envie de passer à côté de quelque chose de ultra important dans ma vie, et je le sais que j'aurai des regrets plus tard, parce que j'ai vu trop de personnes dans ma vie qui ont eu ces regrets. Moi, je les vois, tous ces chefs qui disent j'ai pas vu mes enfants grandir. Comment ça s'est articulé justement? Toi, t'as cette volonté, Alessandro, tu t'es dit je veux être là. Comment vous avez articulé la chose pour garantir un petit peu de ta présence, celle que tu veux, à la hauteur que tu veux, et le déroulement logique de la vie du restaurant? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Parfois, dans la mesure du possible, j'essaie d'aller la chercher l'après-midi à la crèche. Parce que moi, ça me fait une petite sortie, dans le sens parce que vu que Camille travaille pas le soir, elle en continue, j'ai pas de carotte en fait à rentrer à la maison. Ah oui, c'est ça. J'ai aucun intérêt à rentrer à la maison, si ce n'est de me reposer, ce qui serait une très bonne chose aussi. Mais alors au final, que si t'habitais juste au-dessus, c'est vrai. On y revient, voilà. Il y a le lobby commence à être fort. Tu le vois. Là maintenant, j'essaie d'aller chercher Michel à la crèche. Ce qui me fait une petite balade avec elle, et après je la ramène au restaurant pour qu'elle puisse rentrer avec sa mère après, par la suite. Donc, cool, il y a une petite charnière. Donc dans ton petit shift, toi tu te fais un petit moment et ça revient ici aussi, ouais. Et après d'ici on repart à la maison. C'est pas tous les jours comme ça, ouais. Mais on essaye de faire au mieux. Le matin, c'est là on commence à avoir un petit rythme où en fonction du travail de chacun, de mise en place le matin, un jour c'est moi, un jour c'est elle qui la dépose. Ouais, t'arrives à y aller. Voilà, on arrive, on s'impose en fait. On a besoin de se les imposer ces moments. Personnellement, parce que sinon, je veux dire, ça serait trop facile que ça soit juste Camille. Facile.
ça serait pas logique que ça soit juste Camille qui la dépose et qui va la chercher le soir. Je veux dire, déjà, je la vois pas le soir, j'ai pas la chance de lui donner à manger le soir et de la mettre au lit, alors que, on est restaurateur, on adore nourrir notre fille, quoi. C'est génial, quoi. C'est un moment, je suis plus content de nourrir ma fille que de faire à manger pour nos clients, hein. Non, je le dis honnêtement, je suis fier qu'en plus là, elle mange plein de choses différentes, donc c'est trop bien. Mais j'extrapole, mais c'est trop cool. Passer ces moments pour un cuisinier, c'est juste, c'est profond. Tu veux pas faire l'impasse là-dessus. Toi, on comprend que tu veux pas faire l'impasse. Non, et je pense qu'elle va le ressentir, par la suite, dans le futur. Je veux dire, je pense faut se donner du mal à faire ce qu'on fait, mais surtout donner des priorités à ce qu'on aime, quoi. Et puis, si je peux me permettre, parmi les choses qu'on avait essayé de mettre en place pour nous permettre un équilibre, c'est vrai qu'on a créé un poste de sous-chef le jour où on a appris que j'étais enceinte, parce qu'on voulait justement préparer déléguer un petit peu cette transition, et puis finalement les joies de la vie font que notre sous-chef était aussi enceinte juste après moi. Allez, bien, tu vas nous aider. Alors j'ai un petit plus dans le dossier. C'est ça, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'imprévu. Quand bien même on fait tout, on est bon élève et on essaye de tout mettre en place pour le fonctionnement idéal qu'on a en tête. La vie, c'est pas ça en fait. En fait, on se sent investi d'une mission en tant qu'employeur aussi, et c'est pour nous un des axes essentiels à notre quotidien, et on n'est pas juste chef d'entreprise, en fait, on est employeur aussi. Et notre souhait, c'était aussi de réussir à faire concilier la vie professionnelle de notre sous-chef avec sa vie personnelle. C'est un challenge pour nous. On a essayé d'embrasser ce nouveau challenge qui se présentait à nous et qui se cumulait avec les autres qu'on avait à côté. Et puis, c'est vrai que nous, on a fait des concessions personnelles, et du coup, c'est Alessandro qui a fait des concessions sur son rythme au restaurant pour permettre à notre sous-chef de revenir avec un planning aménagé également, et puis lui permettre de pas travailler tous les soirs. Alors toi, t'as aménagé une grossesse et demie, quoi. Il y a quand même, t'as été responsable indirectement aussi d'une. C'est vrai, ça. T'as dû prendre en compte deux événements comme ça. Ouais, mais c'était au final ça reste c'est de l'humain. Et donc du coup ça va. C'est des choses qui sont humaines, et donc si on avance de façon humaine, je pense qu'on peut résoudre chaque problématique. Ouais, on en tire une satisfaction. Oui, complètement. C'est vrai qu'on est assez fiers. C'est quelque chose dont on est fiers. On se dit on l'a fait. Après, c'est vrai que nous, c'est des concessions pour nous. Sur un mois lycée, Alessandro et 4 soirs de semaine, de travail à la maison avec nous. Et c'est vrai que pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, où on pense pas trop aux femmes de chefs. Bon, je prends cet exemple parce que c'est vrai que les statistiques montrent qu'il y a plus de chefs hommes, et voilà, il y a cette situation dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que nous, on avait réfléchi au fait qu'Alessandro serait seul au restaurant et que, entre guillemets, il tiendrait la baraque le soir. Mais on n'avait pas du tout pensé que, du coup, moi, je serais seule avec Michel. Ouais. Ah, oui. Et ça, c'est marrant. Mais ça, c'est complètement naïf. Et certainement un biais. Mais ça en dit long sur le fait qu'on n'y pense pas. C'est complètement occulté. Complètement. La charge énorme. Énorme. Et c'est vrai que, du coup, je me retrouve, 4 soirs, voilà. Si on lisse, pour faire simple, ça fait 4 soirs par semaine travailler, où je suis toute seule, à la maison. Je suis tellement heureuse d'être avec ma fille et de passer du temps avec elle. Mais en attendant, Alessandro, il est là, il travaille, alors que lui aussi, ça le démange, et il adorerait être avec nous. Et puis moi, je me dis merde, il est pas avec nous, j'adorerais qu'il soit avec nous. Et puis la charge de travail est décuplée quand on est seul. Et c'est là où souvent je pense aux parents qui sont seuls. Ouais. Mais quelle aventure, quoi. Et c'est, en termes de charge mentale, c'est immense. Franchement, prenons 20 secondes pour parler, parce que moi, ça fait des années que j'interviewe des chefs et qui occultent la plupart du temps complètement le rôle qu'a eu notamment leur femme en prenant en charge les enfants.
et la charge que ça représente, là où ils passent des heures à me raconter la charge qu'ils ont endurée, comment ça a été dur, comment ils ont dû... Après, j'ai jamais un mot sur en fait tout ce que par la charge prise par leur compagne, ils ont pu faire et que eux n'ont absolument pas porté, quoi. Est-ce que tu as entendu, par exemple, toi, Émilie, des paroles comme celle d'Alessandro? C'est une parole qui est pas encore très répandue, je trouve. Oui, et c'est pour ça que je trouve ça très beau et émouvant, même quand tout à l'heure tu disais, tu laisses entendre que nourrir Michel, enfin, il y a rien qui te rend le plus heureux que, enfin, la nourrir elle plus que nourrir tous les clients. Et en fait, ça devrait être possible de le dire, ça devrait être entendable. C'est vrai que pendant très longtemps, dans les discours portés par les chefs dans les médias, la parentalité, c'était un impensé, un peu comme si peut-être tout à coup parler de cette chose domestique, de ces considérations familiales, c'était avoir un petit peu moins de superbe. Voilà, il y avait aussi un rapport à la performance. Ouais, et puis c'est aussi un boulet. Il y a aussi ce truc par rapport à la performance. Si t'as un enfant, mais tu vas pas aller chercher 3 étoiles. Comment tu peux faire? Voilà, c'est ça. Donc on préfère ne pas en parler. Ou alors, en fait, en réalité, je l'entends assez peu. Je l'entends assez peu de chefs hommes comme femmes. Encore moins de la part de chefs hommes. Après, ces dernières années, je pourrais citer comme chef femme qui ose enfin dire que son enfant est sa priorité numéro 1 et que ça n'enlève rien au fait d'avoir un métier par ailleurs passion et qu'on adore. Mais il y a Chloé Charles, par exemple, qui le dit en ces termes. Jessica Prel-Pato aussi parle de... Oui, mais voilà, c'est en tout cas encore très balbutiant, ce genre de discours. J'ai ce sentiment-là. Je pense qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont se dire « Ah bah oui, mais moi je veux bien être chef et avoir un enfant, mais voilà, je gère mon petit resto. » Va essayer d'être chef avec 2 étoiles et 3 étoiles, tout en adoptant ce discours d'équilibre. Est-ce que vous pensez que c'est possible quand on a une brigade, une renommée, 1, 2, 3 étoiles, de tenir encore cette ambition? Je pense que c'est possible. Après, avec un coparent, quoi. Avec un coparent qui toujours avec assume un la charge, coparent, quoi. mais aussi ça dépend de la grosseur de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a quand même des restaurants qui ont 2, 3 étoiles Michelin où le chef arrive quand la mise en place est faite pour contrôler la finalité de la mise en place et pour être là pendant le service. Je veux dire, ce qui veut dire que donc techniquement, il pourrait avoir passé un peu de son temps avec son enfant. Techniquement. Après, s'il le souhaite. C'est aussi des personnes qui sont plus sollicitées que nous, par exemple, qui sommes simples restaurateurs d'un restaurant de quartier dans l'Est parisien. Mais bon, je veux dire, tout ça, je pense que ça dépend de la grosseur de l'équipe. Mais c'est pas antinomique. Je pense c'est vrai ce que tu dis qu'il y a des grands chefs qui arrivent juste à l'heure du service et qui même pendant le service se mettent sur le pass, regardent, ne sont pas et partent dès que le service est terminé. Donc ils peuvent trouver du temps s'ils le souhaitent. Mais après, je pense que aussi dans ce genre d'établissement, leur vie personnelle est complètement mise de côté. C'est-à-dire que leur vie personnelle existe juste pour eux et pas pour leur équipe. Je pense que je sais pas si c'est pas de la pudicité, c'est... Nous, il y a une porosité. En fait, je pense que c'est des structures d'entreprise qui sont différentes, certainement. Nous, on est une entreprise familiale. On est une petite PME familiale où, en fait, c'était déjà le cas avant, mais aujourd'hui, on a un... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? Parce que c'est marrant, on se parle de parentalité, et du coup, est-ce que c'est lié à ça? Tu parles d'entreprise familiale. Ça l'était déjà avant, mais je pense qu'il n'y avait pas de signal fort auprès de l'équipe ou auprès de nos clients qu'on était une entreprise familiale. Avec l'arrivée de Michel, ce qui a changé, c'est que déjà Michel, elle est là de temps en temps. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que Michel vient sur le... Tout au début, par la force des choses, quand on n'avait pas encore de moyens de garde, on s'est retrouvé quand même quelques fois à travailler avec elle. Elle n'a pas 1 an, elle a déjà travaillé. Assez 1 mois, elle était sur le pass, sur son transat pendant la mise en place, pendant que moi je faisais la mise en place de la salle, qu'Alessandro était en cuisine, etc. Alors
c'est vrai que Super souvent les souvenir, gens, c'était des super souvenirs. C'était une superbe. alors c'est là où il faut nuancer. Non, moi je tiens à ça, c'est qu'il faut quand même nuancer parce que c'est souvent ce que nous disent les gens. Ils disent mais c'est génial, Ah oui, on voit la vous photo, êtes nous. restaurateur, elle Ouais. est avec vous, etc. Alors c'est vrai que moi je suis très heureuse parce que en fait le restaurant c'est notre vie et notre fille c'est notre vie. Donc les deux sont on peut pas les dissocier, c'est pas possible. Michel, elle entendra parler du restaurant toute sa vie, je sais pas, mais en tout cas elle va entendre parler du restaurant au quotidien quand elle sera un petit peu plus vieille et qu'on aura des échanges avec elle. Nous c'est quand on est à la maison, on parle beaucoup du restaurant. Et puis ici Michel fait partie de nous, je veux dire elle est avec nous. On a fait des services quand elle avait 1 mois avec elle. Alors oui, c'est chouette, mais pas quand c'est contraint et forcé. En fait, on est arrivé à un point où parfois on devait gérer des situations et c'est ça, être chef d'entreprise, c'est ça, être restaurateur, c'est d'absorber aussi parfois les problématiques qui se présentent à nous. Et puis quand faut combler des trous, faut combler les trous. Et c'est soit ça, soit on ferme le resto. Donc, y a une réalité économique. On peut pas fermer le resto comme ça. Alors, on l'a fait. On a dû fermer 3 jours le restaurant au mois de mai l'année dernière pour des problèmes de staff, où là, on n'arrivait plus à absorber. C'était pas possible. Donc, du coup, on a décidé de fermer. Bon, c'est très problématique. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas renouvelé. Bon, on a toujours essayé de trouver des solutions. Mais c'est vrai que il y a eu des situations, moi j'ai vécu le pire service de ma vie avec Michel ici l'année dernière, où entre 2 tables, je dois l'allaiter, pas de chance, l'allaitement ça se passe pas toujours comme on le veut non plus, donc ça peut aussi être un sujet compliqué, donc j'étais avec elle, on avait une personne en cuisine, on a Thibaut qui est en cuisine avec nous depuis 2 ans, qui est super polyvalent et toujours là pour dépanner, filer un coup de main, qui est passé en salle avec moi, et puis une extra qui a été trouvée vraiment in extremis pour nous filer un coup de main parce que moi j'étais pas en pleine capacité parce que j'avais Michel qui avait 1 mois et qu'il fallait que je l'allaite à la demande en plein service. Donc du coup voilà, ça a été le pire service de ma vie. Après c'est des super anecdotes parce que Oui. on a eu inversement, je pense, les clients les plus merveilleux du monde. Oui. Y a des gens qui me l'ont prise, en fait. Parce que j'étais à 23h avec Michel sous le bras, de table en table, à courir partout parce qu'on était débordés avec une équipe qui n'était pas l'équipe habituelle, qui connaissait pas forcément. Puis on a eu des gens incroyables. Après, j'ai même eu un monsieur à la fin qui est venu voir en me disant « Mais j'ai pas osé vous demander de prendre votre bébé parce que je suis un homme et que du coup j'avais peur que ça soit un petit peu malaisant de vous le demander, mais j'ai vu que vous l'aviez donné aux gens à côté. Est-ce que c'est possible que moi aussi je la prenne dans mes bras ?» Il y a quand même une table qui l'a gardée pendant 30 minutes. Quoi. Ouais, beaucoup plus. Non mais plus. Bon, il s'avère qu'à la fin, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que c'était aussi elle était restauratrice à Montreuil, et puis du coup elle avait énormément d'empathie pour moi, elle me voyait au bout de ma vie. Voilà, et puis il y a aussi cette forme de culpabilité où notre bébé a 1 mois, on est là à Belleville, à poussette, à 1h du mat, à rentrer chez nous. Enfin bon, à cet âge-là, elle dort. Mais voilà, c'est vrai, est-ce que c'est ce qu'on a envie pour notre bébé? Et je pense que ceux qui étaient le plus dérangés, c'était nous et pas elle. Bien sûr. J'en suis convaincue. Elle est pas traumatisée, elle va très bien, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où c'était des vrais sujets de discussion entre nous, et ça a été des moments pas faciles à passer. Et puis je pense que si je peux continuer sur ce sujet, quelque chose qui est nous aujourd'hui très important et qui nous change la vie aussi et qui est très important, je pense, à considérer en tant que nouveaux parents. Malheureusement, on n'a pas la main dessus et c'est pas une question de bonne volonté, mais nous on a la chance aussi, et je leur fais un gros bisou, c'est que y a mes parents qui nous aident énormément. Et en fait, c'est des moments où ça, on n'a pas besoin d'être cuisinier ou restaurateur. Si tu l'as ou tu l'as pas, c'est 2 vies différentes. C'est s'entourer de bienveillance. Donc nous, c'est que ça soit l'équipe et que ça soit aussi notre entourage personnel. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense que ça fait une grosse différence. C'est que mes parents sont pas dispo 24/24, 7 jours sur 7, mais au pied levé, dès qu'ils peuvent, ils le font et ça nous change la vie et c'est très important. Émilie, parce qu'on s'est parlé de choses difficiles aussi, de ces moments qui sont non choisis. Effectivement, la carte postale, elle est super et quand on regardera les photos, on se dit « Oh là là, regarde, elle était sur le pas, c'est quand même trop mignon. » Bon,
Ça peut être compliqué, on l'a compris. Est-ce que dans les témoignages que tu as reçus, tu as eu comme ça des moments où les gens ont été confrontés à ces points un peu charnières, où ils se disent putain, ça va craquer, et est-ce qu'on veut cette vie vraiment? Est-ce qu'on doit tout changer ou pas? Parce que moi, je vous vois, quand je vous imagine revenir à 1 heure avec la poussette, vous dire attends, mais ça va être ça? Parce que si c'est ça, faut peut-être qu'on fasse autrement. Moi, je me projette comme ça là-dedans. Est-ce que tu as eu des témoignages de cet ordre? Oui, en effet. C'est vrai que passer l'image un peu folklorique de se dire il y avait l'enfant posé à tel endroit, ou il y a la question de est-ce que c'est le rythme de croisière qu'on se souhaite. On m'a aussi parlé de sécurité en cuisine aussi. Voilà, enfin oui, ça peut faire peur pour tout un tas de raisons. Dans cette histoire de situation contrainte, j'ai aussi entendu souvent des parents me raconter que quand tous les deux travaillent dans la restauration, ce qui peut ensuite être compliqué, c'est le temps libre qu'on arrive à se dégager ensemble. C'est souvent le lundi qui est aussi le jour des commandes, mais d'un coup le jour du pédiatre, et on se retrouve du coup à pas forcément être dans un temps qualitatif où on peut vraiment débrancher. Voilà, c'est ça qui est souvent revenu. Là, c'est l'utopie du lundi. C'est vrai que du coup, c'est la zone libre et en fait, elle peut être... Voilà, et qu'en fait, ça devient le jour où il faut faire les choses, le jour où on se retrouve à faire et la paperasse et les rendez-vous médicaux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai souvent entendu parler d'un équilibre peut-être plus facilement atteignable quand l'un des coparents ne travaille pas dans la restauration et en fait prend sur lui ou prend sur elle en aménageant son temps de travail. Il n'y a pas d'idéal et d'équité avec ce métier possible. À moins qu'on soit deux chefs. Parfois, il y a peut-être des couples qui sont cuisiniers qui peuvent se relayer en cuisine et switcher de temps en temps, mais ça, j'en connais pas. C'est vrai que, justement, j'étais en train de penser quand Émilie était en train de parler, deux chefs, peut-être, ça pourrait créer un équilibre. Il y en a un qui bosse le matin, l'autre qui bosse le soir. Et ça shift, ça pourrait, oui, c'est vrai que ça pourrait shifter comme ça. Mais du coup, tu passes pas des moments ensemble, quoi. Mais voilà, c'est ça qui est, on en revient à cette problématique aussi. Il y a plus de vie de couple, il y a plus de vie de famille, en fait, ensemble. Nous, on a la chance d'être fermé le samedi, dimanche, et même si on pense très régulièrement au restaurant, mais on y est parfois aussi. On arrive quand même à passer des week-ends, des vrais week-ends avec notre fille et vraiment profiter. Après, on fait pas grand-chose d'autre pour l'instant. Ça, c'est une vraie solution pour le coup, parce que si le déséquilibre il est difficilement évitable, et de toute façon dans tous les couples il est difficilement évitable, l'équité parfaite elle est très dure à établir, ces nouveaux aménagements et notamment au niveau des horaires dans la restauration, on le voit de plus en plus. À Paris, parfois il est difficile de trouver un restaurant ouvert le samedi. Si on cherche dans les 10-15 derniers qui viennent d'ouvrir, il y en a beaucoup qui sont fermés le samedi soir par exemple. Bon, c'est comme ça désormais, et puis parce qu'on a envie de répartir le temps différemment, ça c'est peut-être une solution. Je pense, parce que je veux dire, maintenant il y a les restaurants du samedi soir. Je veux dire, il y a les restaurants de la semaine et les restaurants du samedi soir, et c'est vrai qu'ils sont différents. C'est une bonne, parfois, c'est une bonne. Pour trouver un restaurant ouvert le samedi, c'est une bonne. C'est étonnant. Mais au final, j'avais parlé avec une cliente ou un client, un couple de clients une fois. C'était quelqu'un au téléphone qui voulait réserver pour le samedi et la dame et comprenait pas pourquoi on n'était pas ouvert le samedi. Je lui dis comme vous, on est en week-end. Et donc du coup, c'est pas ce qu'on attend. Voilà. Comme vous, on a une famille et on a envie de les voir en fait, parce que on n'a pas juste fabriqué un humain pour le faire garder et puis pour pas l'avoir, quoi. Mais nous, on a tellement l'habitude que vous travaillez quand on s'amuse que du coup. C'est incroyable l'étonnement des gens quand on leur dit on est fermé samedi dimanche. Quoi? Alors attendez, pour le coup, si je peux vous livrer une anecdote moi aussi, j'ai un ami qui m'a demandé où est-ce qu'il faut que j'aille bouffer en ce moment, Nagina. Je lui ai dit, il voulait donc dîner en tête-à-tête avec sa compagne. Je lui ai donné 10 restaurants. 7 n'étaient pas ouverts le week-end. 7 sur 10. C'est énorme. Et 3 semaines à l'avant, même pas d'histoire de temporalité, c'était fermé, quoi. Ouais. Donc c'est un vrai truc. Mais ce qui est une bonne chose, hein, je veux dire. Ça sera de plus en plus le cas. Et puis, bon, après, ça, c'est un autre sujet qui ne touche pas du tout la parentalité, mais c'est peut-être la valeur du travail des gens, en fait. Ah oui. Revaloriser peut-être ces restaurants qui sont ouverts le week-end, en fait. C'est un sacrifice personnel. Alors peut-être pas.
peut-être à moindre mesure quand on n'a pas de famille, quand on est jeune, quand voilà. Moi, je sais qu'avant nous, ça nous dérangeait pas du tout. Hein. On a toujours gravité dans ce milieu. Enfin, Alessandro à 100% et moi un petit peu. Bon, moi, ça me dérangeait pas. Je bossais les dimanches, les week-ends. C'était ça pas me un dérange... sujet. Non, c'était pas du tout un sujet pour moi. Hein. Le 25 décembre, voilà, c'était pas un sujet. Aujourd'hui, ça l'est complètement. Enfin, de toute façon, le centre de gravité de notre vie change, et je pense qu'on le veuille ou non, il change complètement. Mais tu vois, là, typiquement, enfin, je fais l'exemple où si Candide était ouvert du mardi au samedi, que Camille aurait un autre travail du lundi au vendredi, en fait, on se verrait plus. Ouais. Enfin, avec un enfant, ça serait, mais on se verrait pas. Enfin, Ouais. Bah, et c'est possible, il y en a qui l'ont fait, mais c'est des choix de vie, en fait. Et à Oui, un moment c'est donné, des choix de vie. Non, mais c'est sûr. faut faire des choix, et nous, ça nous conviendrait pas. Enfin, Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont des conséquences. Hein. Ouais. On l'a dit, notre priorité, c'est Michel. Alors, pour conclure, est-ce que vous pouvez donner, s'il y a des choses qui vous ont, que vous avez oublié de transmettre, des choses comme ça, à ceux qui nous entendent et qui sont confrontés à cette thématique ou qui l'envisagent, vous diriez quoi? Vous deux, en tant que couple de chef, restaurateur, Émilie, peut-être toi en tant que parent aussi, parce qu'on a toujours, quand on a une petite expérience, on peut partager quelque chose et se dire s'il y a un truc à avoir en tête, c'est ça. Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je sais pas si ce sera ma conclusion, mais j'y pensais là sur cette histoire de vivre au-dessus de son restaurant ou pas. Donc c'est pour remettre une pièce dans la machine du débat. Merci, Émilie. Alessandro, il est content de cette journée. Alors, il y a un peu de choses qui sont ressorties de mes entretiens. Il y a à la fois, donc, évidemment, ces chefs qui ont fait le choix d'ouvrir une auberge pour vivre au restaurant et donc maximiser leur temps libre et leur temps, leur temps libre en famille. Et puis il y a aussi ce que m'a raconté Nico Allari de Olibelli, qui m'expliquait que à trop vivre, alors pour le coup pas au-dessus de leur restaurant, mais en tout cas dans le même quartier, juste à côté, en fait, le week-end, ils étaient constamment tentés de passer une tête quand il y avait un souci. Comme quoi, il y a un petit peu voilà, parfois être super près de son lieu de travail, on profite mieux de son temps libre, et d'autres fois c'est un peu l'inverse qui peut se produire aussi. Voilà, après, moi, j'imagine deux contextes quand tu dis ça. C'est que quand tu dis vivre au-dessus, une auberge, j'imagine un contexte, un environnement plus rural, plus campagne. Et je pense qu'on le vit très différemment que de vivre au-dessus dans le petit appartement. Quand on est dans le 19e ou le 20e arrondissement de Paris, c'est peut-être pas la même tonalité. Oui, sans ça doute. produit forcément pas les mêmes résonances, je pense. C'est vrai que en pleine campagne, comme c'est le cas de Francesco Curie, qui avait racines à Bruxelles et qui lui donc va s'installer, va ouvrir une trattoria en Italie. Déjà en Italie, mais alors je me souviens plus de la région exacte, peut-être dans les Pouilles, mais oui, c'est vrai qu'on l'imagine bien profiter de sa pause rapidement en ouvrant les fenêtres et en humant le bon air. Je pense que c'est très différent. Oui. Qu'est-ce que vous voulez partager si on devait se dire quelque chose, parler aux parents, aux futurs parents, aux chefs d'entreprise ou aux restaurateurs? On n'est pas obligé de parler qu'aux parents, on peut parler aux chefs d'entreprise aussi qui peut-être considèrent pas assez ceux qui doivent gérer leur parentalité. C'est vrai que c'est une période qui est intense, qui est très intense, mais qui est aussi, peut-être qu'on l'a pas assez dit, mais en même temps, avoir un enfant et ça donne une puissance aussi incroyable. Hein. Ah, merci, c'est bien de le préciser. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on l'envisage toujours comme quelque chose qui freine, qui ralentit, une contrainte avec laquelle on doit... Mais non, en fait, c'est aussi une force... Ah, mais bien sûr. Et puis, je pense, devenir parent, devenir mère, on acquiert des aptitudes, on perd un petit bout de cerveau en chemin. Hein. Je sais pas toi, Émilie, mais moi j'ai l'impression d'avoir perdu un bout de cerveau. Mais à côté de ça, on gagne tellement d'autres choses aussi que c'est génial. Enfin, c'est magique et je le souhaite à tous ceux qui le souhaitent dans leur vie. C'est une expérience et je pense la plus belle expérience de notre vie. Un conseil que je pourrais donner à des cuisiniers, c'est préparer l'arrivée d'un bébé, de déléguer en fait. Nous, on a eu du mal à déléguer et on a eu du mal à déléguer typiquement à cause du Covid. Le Covid nous a beaucoup recentré sur nous-mêmes. On a eu on n'a pas eu l'évolution qu'on attendait du restaurant après l'ouverture.
Donc du coup, on était en sous-effectif. Ça fait 4 ans on a été en sous-effectif pendant 4 ans. On a du coup créé un poste pour pouvoir faire face à la naissance. Mais au final, si on avait délégué en amont et faire une cuisine moins personnelle, ça c'est mon point de vue personnel à moi. Mais attends, mais t'aurais bougé ta cuisine. J'aurais peut-être réfléchi en amont les choses un peu différemment. Ici, chez Candide, on travaille énormément sur le sourcing, on s'est mis dans une position en fait où on fait pas l'impasse sur la qualité des produits avec lesquels on travaille. Mais c'est un coût logistique, c'est-à-dire que c'est du temps à passer au téléphone, c'est du temps à passer. Et puis c'est de l'expertise. C'est de l'expertise en aussi. cuisine, vous êtes. Il n'y a pas que des simples exécutants, quoi. Il y a une vraie connaissance, il y a une vraie approche technique. Il y a de la réflexion, il y a une approche technique, et au final, on se rend compte que tout ça, c'est du temps. Et tout le temps que nous on y passe dessus, c'est du temps en moins qu'on passe ailleurs, quoi. Donc il faut mettre juste le curseur au bon endroit sur ce qui nous rend vraiment heureux, quoi. Ouais. Et ça, faut l'anticiper un peu. Faut l'anticiper un petit peu, ouais. Et nous, je pense qu'on n'a pas réussi à l'anticiper correctement à cause du Covid, qui nous a vraiment, on était un peu, tout le temps sous-effectif, et on a eu du mal à s'en sortir de cette période un peu de ouverture, fermeture. Ouais. Voilà. Après, ça peut pas se préparer à 100%. Je pense pas qu'on puisse être parfait sur le sujet. Je pense que ça n'existe pas. Après, si je peux me permettre de rebondir sur ce que disait Émilie, c'est vrai que quelque chose qui est possiblement anticipable, c'est le modèle du restaurant qu'on souhaite. Et ça, c'est vrai que c'est pareil, c'est dur de se projeter avant. Alors, nous, on n'avait pas de restaurant avant. Donc, c'était notre première expérience aussi. Mais peut-être qu'on aurait construit un restaurant sur un autre modèle. Là, avec le recul, la perspective d'un enfant. Exactement. Ouais. Alors que toujours dans notre modèle de développement empirique, on se disait bon, déjà on va lancer le resto et puis après on verra. On avisera. Ouais. Et en fait, peut-être que quand on a envie d'ouvrir un restaurant, d'être parent, peut-être que ça vaut le coup aussi d'aller sonder, d'aller échanger avec des gens qui ont déjà vécu cette double expérience. Des gens vont venir chez vous là. Ding dong, c'est pour manger? Non, c'est pour parler. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, pas de souci. Mais oui, c'est vrai qu'on se poserait peut-être les questions différemment. Oui, mais ça veut dire, regarde le temps aussi. Il s'est passé 3 ans, tu vois. Ça veut dire que quand t'as un projet, donc 3 ans avec l'ouverture, donc c'est un truc qui remonte à 4 ou 5 ans peut-être auparavant. C'est difficile quand t'es un couple de te dire, attends, dans 5 ans on va avoir un enfant, donc disons-nous qu'on va faire tu vois. C'est compliqué quand même un projet long terme d'ouvrir un restaurant. Ouais. Je veux dire, donc c'est pas absurde. Non, moi je pense pas. En fait, il faut se projeter sur comment va s'articuler si c'est un projet de vie. Après, tout ne se prévoit pas en amont. Peut-être qu'au moment où on ouvre un restaurant, on n'a pas envie d'enfant. Finalement, on change d'avis, inversement. Enfin, voilà, tout n'est pas prévisible. Je pense qu'il faut pas regretter les choix qu'on a fait à un instant T, qu'on pensait à ce moment-là les meilleurs choix possibles dans le contexte qu'on avait. Faut essayer de mettre toutes les cartes sur la table. Si on a cette vision-là et si on a la possibilité, oui, se poser ces questions-là. Par exemple, on parle de Nico et Sarah d'Olibelli. Par exemple, eux alors je sais pas du tout comment s'est fait ce choix-là et comment il est intervenu, mais ils ont un restaurant qui est fermé le soir. Ouais. Moi, ça me fait rêver un restaurant fermé le soir. Pourtant, j'adore les services du soir, c'est mes services préférés, c'est le contact que je préfère avec les clients, c'est mon moment préféré au restaurant, c'est le service du soir. Mais aujourd'hui, peut-être que je préfère avoir un resto qui est fermé le soir. Et voilà. Et est-ce qu'on aurait pu l'anticiper? Est-ce qu'on aurait pu prévoir un restaurant différent? Peut-être. Ou peut-être qu'il faut ouvrir un restaurant, on couche les enfants et on ouvre le restaurant. Ou avoir un appartement au-dessus. Ouais. On a dit non. On va vous laisser, Alessandro, t'as du boulot là. Merci en tout cas d'avoir partagé vos expériences et merci Mélie, dis-nous. Oui, moi je voulais juste, si c'est possible encore d'ajouter un petit mot. J'ai retrouvé récemment un post que j'ai lu il y a quelques années de Nina Métayer. Elle avait écrit ça pour la fête des mères, c'était en 2020. Et moi à l'époque j'étais pas maman parce que je suis vraiment
Toute jeune maman. Toute jeune maman d'un bébé qui a tout juste 5 mois. Mais ce post m'avait marqué parce que dans ce texte, elle dit, à l'occasion de la fête des mères, elle dit souvent on parle de timing, faut attendre le bon moment avant d'avoir un enfant, de tout préparer. Et effectivement, ce que vous dites peut aller dans ce sens-là. On peut aussi préparer, si on a la chance de pouvoir le faire, c'est évidemment bien. Mais elle dit aussi dans son texte, en fait, au fond, on arrive toujours à dégager l'énergie nécessaire pour faire les choses. C'est assez bluffant et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Camille. C'est vrai que on perd un peu de sa capacité à se concentrer sur certaines choses, on perd un bout de cerveau. Je te rejoins tout à fait. Mais il y a un truc d'énergie décuplée aussi à un autre endroit. Et moi, je travaille pas dans le secteur de la restauration, mais en tant que journaliste, c'est vrai que j'ai eu du mal un peu à rebrancher mon cerveau. Mais par contre, ça m'a donné une sorte d'énergie supplémentaire, y compris après certaines nuits complètement hachées à allaiter à plein de... Enfin, quand je regardais après mon calepin au petit matin, je me suis dit, ah oui, quand même, quand on fait le calcul, t'as très très peu dormi. Mais voilà, en fait, au fond, je pense que quand c'est réellement voulu, c'est pas une pression, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, mais quand vraiment au fond de notre cœur, on en a le souhait, et que par ailleurs, on aime notre métier, il faut se dire que, après tout... Tout va trouver sa place. Voilà. Il y a quelque chose qui va, peut-être que ça va être un peu branlant au début et que voilà, on va vraiment être super fatigué, mais il y a un moment où on finit par trouver quand même le bon équilibre. Et après tout, si on est là pour en parler, c'est que dans nos vies aussi, d'autres humains ont fait ce choix-là, ce pari un peu fou de mettre au monde des êtres humains, et les choses finissent toujours par s'agencer, je pense. Alors moi je propose qu'on finisse sur cette sage parole positive, partagée finalement par toute notre tablée, car oui, les choses finissent toujours par s'arranger et trouver leur place. Pourvu qu'on ne perde pas le courage, pourvu qu'il y ait de l'amour, pourvu qu'on soit un peu épaulé, pourvu qu'on ne soit pas trop dans la gueule. Je plaisante. Mais c'est vrai qu'il n'est pas simple, et quoi qu'on fasse, d'allier la vie de famille et la vie professionnelle quand on est investi dans ces projets. C'est un fait. Mais vous avez vu, dans la restauration, là où autrefois on n'y pensait même pas, aujourd'hui, les jeunes chefs et restaurateurs, restauratrices commencent à penser à cet équilibre, ne veulent plus forcément faire l'impasse sur la vie de famille, ne veulent, comme dans beaucoup de secteurs, plus vouer leur existence au labeur intégralement. Et la restauration a ça pour elle qu'elle permet de dessiner finalement librement la forme que prendra son affaire. Fermé le soir, le week-end, restaurant de campagne, éphémère, il existe plein d'options auxquelles on peut réfléchir avant de faire le grand saut. Celui d'ouvrir un restaurant comme celui d'avoir un enfant. On peut même décider de vivre juste au-dessus de sa cuisine. Alors je plaisante, Alessandro. Et vous alors? Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter en travaillant en cuisine ou en salle. Alors comment faites-vous si vous êtes parent? Comment vous projetez-vous aussi si vous pensez le devenir? Quel genre de parent voulez-vous être dans votre restaurant? Attention, je vous mets pas la pression, mais je suis curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Alors écrivez-moi sur Insta, vous le faites souvent et c'est très sympa, @chef_podcast. Allez, je vous laisse pour cette semaine. Lundi prochain, on a un grand chef qui débarque à notre micro pour nous raconter toute sa vie. Alors à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!